L'un des sans-abri, les yeux fous de terreur, a commencé à hurler que c'était la fin des temps, que les dieux venaient réclamer le monde. L'année dernière, quelque chose d'étrange m'est arrivé, un événement qui me hante encore aujourd'hui. Il y a un gars dans ma ville, que je connais depuis mes 15 ans. Appelons-le Josh. Aujourd'hui, on a dépassé la trentaine. Josh a un diplôme universitaire en informatique et occupe un poste bien rémunéré dans une grande entreprise. Sa carrière a toujours été stable, sans aucune raison apparente de changer de voie. Un après-midi, alors que je faisais mes courses à Lidl, j'ai soudain aperçu Josh. Il portait un t-shirt avec le logo du supermarché, comme tous les employés. Je l'ai immédiatement reconnu, et lui aussi semblait me reconnaître. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a salué d'un air naturel, comme si c'était normal de le voir là. Cette vision m'a profondément troublé. Je savais pertinemment que Josh n'avait aucune raison de travailler à Lidl, et pourtant, il était là, devant moi, organisant des étagères comme n'importe quel employé. Une fois rentré chez moi, le doute s'était installé. L'image de Josh en uniforme de Lidl refusait de quitter mon esprit. J'ai décidé de l'appeler sur son numéro professionnel, juste pour clarifier la situation. À ma grande surprise, il a décroché immédiatement. La conversation a été normale, il était bien à son bureau, travaillant sur un projet informatique important. Comme je continuais de poser des questions, visiblement perturbé, il a même proposé de m'envoyer une photo de son bureau à ce moment précis. La photo est arrivée quelques minutes plus tard, on le voyait assis à son poste, entouré d'ordinateurs et de piles de documents. C'était impossible. Je l'avais pourtant vu travailler à Lidl de mes propres yeux. Mon esprit refusait d'accepter cette incohérence. Par désespoir, je lui ai demandé s'il avait un frère jumeau dont il ne m'aurait jamais parlé. Il a répondu avec confusion que non, il était fils unique. Plus l'échange avançait, plus il semblait déconcerté par mes questions. Après avoir raccroché, j'ai décidé de retourner immédiatement à Lidl pour confronter cet étrange Josh. Une fois sur place, je l'ai repéré près du rayon des produits laitiers. Je me suis approché, déterminé à obtenir des réponses. Mais dès qu'il m'a vu, son visage est devenu pâle. Il n'a pas dit un mot. Au lieu de cela, il a tourné les talons et s'est précipité vers l'entrepôt, disparaissant dans l'arrière-boutique. Je l'ai attendu un moment, espérant qu'il ressortirait, mais il n'est jamais réapparu. Après cet incident, je n'ai plus jamais vu cet homme. Ni à Lidl, ni ailleurs. À ce jour, je ne peux m'empêcher de penser que j'ai été témoin d'un bug dans la matrice, comme si la simulation dans laquelle nous vivons avait généré un personnage existant déjà dans le monde réel, sans corriger l'anomalie. C'était comme si quelqu'un avait copié et collé une version de Josh dans un rôle qui ne lui correspondait pas, puis l'avait supprimé après mon interaction. Cette expérience dépasse tout ce que je peux expliquer rationnellement. Cela s'est passé au milieu des années 90, sur un chantier de construction où nous étions environ 8 à prendre notre pause déjeuner. Le site était relativement isolé, et il y avait une seule toilette mobile placée à vue directe de notre zone de pause. Depuis là où nous étions assis, nous pouvions la voir très clairement. Alors que nous mangions tranquillement, nous avons tous vu un homme inconnu traverser le chantier et entrer dans la toilette mobile. Il a ouvert la porte, est entré et a refermé derrière lui. Il n'y avait aucun doute possible, quelqu'un était bien entré. Les minutes ont passé, et il n'est pas ressorti. Au bout d'un moment, l'un des gars, qui avait vraiment besoin d'y aller, s'est levé et a marché vers la cabine. Il a frappé à la porte en disant à l'homme à l'intérieur de se dépêcher. Personne ne lui a répondu. Nous nous sommes regardés avec perplexité. Nous avons compté nos collègues et vérifié les alentours. Tout le monde était présent et personne ne manquait. Pourtant, nous avions tous vu cet homme inconnu entrer dans la cabine. Après plusieurs tentatives pour obtenir une réponse, l'un des gars a sorti son couteau de poche et a déverrouillé la porte en glissant la lame dans le loquet. Lorsqu'il a ouvert la porte, la cabine était vide. Il n'y avait personne à l'intérieur. Le loquet intérieur était bien verrouillé comme si la cabine était toujours occupée.
Il n'y avait aucune ouverture, aucune fenêtre, et rien ne laissait penser que quelqu'un avait pu s'échapper. Totalement déconcerté, un de nos collègues a pris sa lampe de poche et a inspecté le réservoir. Il n'y avait rien. L'intérieur était vide. Nous étions 8 témoins et avions tous vu cet homme entrer clairement et distinctement. Pourtant, il ne se trouvait plus là. À partir de ce jour, plus personne sur le chantier n'a osé utiliser cette toilette mobile. Nous avons tous préféré aller dans les bois pour faire nos besoins, même si c'était beaucoup moins pratique. Jusqu'à la fin du chantier, nous n'avons jamais trouvé d'explication à ce qui s'était passé. C'était comme si cet homme avait disparu dans une autre dimension, ne laissant que nos souvenirs identiques et clairs comme seule preuve de son existence éphémère. Nous n'avons jamais pu expliquer cette disparition étrange et impossible. Cela reste un mystère total qui continue de nous hanter. Cela s'est passé il y a environ 2 mois et je n'arrête pas d'y penser. Après avoir vu plusieurs vidéos sur les bugs dans la matrice sur YouTube, j'ai décidé de partager mon expérience. Je n'ai toujours aucune explication logique, mais peut-être que quelqu'un en a une. Je travaille dans un bureau ordinaire, un emploi classique de 9 à 5 dans un immeuble de taille moyenne. Chaque jour, vers 14 h, je traverse la rue pour prendre mon café dans le même petit café. Je suis un habitué et le barista, Sam, commence à préparer ma commande dès qu'il me voit arriver. Ce jour-là, je suis parti un peu plus tard que d'habitude, à 14h15. En atteignant la porte du hall, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon badge sur mon bureau, à l'autre bout de l'étage. Sarah, la secrétaire, m'a inscrit sur le registre papier pour me laisser sortir, comme elle le fait souvent. En traversant la rue, j'ai levé les yeux vers la vitrine du café et je me suis vu à l'intérieur. Je portais les mêmes vêtements et le même sac. C'était exactement moi, debout au comptoir en train de discuter avec Samedi. Je me suis figé. Mon cœur battait plus vite et mon cerveau essayait de trouver une explication rationnelle. Peut-être que c'était quelqu'un qui me ressemblait beaucoup. Mais ensuite, cette autre version de moi s'est tournée légèrement et j'ai vu son visage. C'était le mien, jusqu'au grain de beauté sous mon œil gauche. Pris de panique, j'ai fait demi-tour et je suis retourné au bureau sans entrer dans le café. Mes mains tremblaient. Je continuais à me dire que c'était impossible et que j'étais sûrement fatigué ou stressé. De retour à mon bureau, j'ai fouillé dans mon sac machinalement et j'ai trouvé mon café habituel. Il était encore chaud, avec mon nom écrit dessus dans l'écriture de Samedi. Je n'étais jamais entré dans le café et je n'avais jamais commandé ce café, mais il était là, comme si je venais de le récupérer. J'ai regardé l'horloge au mur. Il était encore 14h15, l'heure à laquelle je reviens habituellement après avoir pris mon café. Pourtant, j'étais certain d'avoir passé plus de temps dehors. C'était comme si 2 versions de moi avaient existé simultanément. L'une avait pris le café comme d'habitude pendant que l'autre, moi, était resté bloqué dans cette étrange boucle temporelle avant de revenir à son point de départ. Je ne sais toujours pas qui j'étais à ce moment-là. Peut-être que j'étais la vraie version de moi ou peut-être que j'étais un double temporaire créé par un dysfonctionnement de la réalité. Le lendemain, en retournant au café, Sam m'a accueilli comme d'habitude, mais il a ajouté quelque chose d'étrange. Il m'a demandé si j'avais été malade la veille, car il ne se souvenait pas de m'avoir vu. Pourtant, Sarah se souvenait parfaitement m'avoir inscrit dans le registre à 14 h, ce qui était également noté dans le carnet d'enregistrement. Si Sam ne m'a jamais donné de café ce jour-là, je ne comprends pas d'où venait le café dans mon sac. Je n'ai toujours aucune explication. Peut-être qu'un univers parallèle a brièvement interagi avec le nôtre. Peut-être qu'il s'agissait d'un défaut de synchronisation dans le cours de la réalité. Je ne sais pas pourquoi Sam et Sarah ont des souvenirs contradictoires ni lequel de ces événements est réel. Depuis ce jour, je garde ce gobelet dans mon placard de cuisine. J'ai écrit dessus en rouge, « Ce café vient de nulle part ». De temps en temps, je le regarde pour me rappeler que cette histoire est bien réelle et que, parfois, la réalité semble beaucoup plus fragile qu'on ne l'imagine. Il y a quelques jours, au travail, j'ai décidé d'utiliser l'ascenseur, ce que je fais rarement, préférant généralement prendre les escaliers.
Il y a 2 ascenseurs côte à côte à cet endroit précis du bâtiment. Celui de gauche était hors service depuis plusieurs jours, un détail que tout le monde connaissait bien. Lorsque les portes de l'ascenseur de gauche se sont ouvertes, j'ai été surpris, pensant qu'il avait peut-être été réparé. J'ai hésité un instant, me rappelant qu'il était censé être en panne. Malgré cela, je suis monté, me disant que j'espérais qu'il ne tomberait pas en panne pendant le trajet. L'intérieur était familier, un ascenseur plus petit, avec une seule porte à l'avant, bien différent de l'autre ascenseur, plus grand, conçu pour les brancards, et qui possède 2 jeux de portes à l'avant et à l'arrière. J'ai appuyé sur le bouton pour descendre d'un étage, et l'ascenseur a démarré normalement. Rien ne semblait anormal pendant la descente. Les portes se sont ouvertes à l'étage inférieur, et je suis sorti. C'est là que les choses ont pris une tournure bizarre. En me retournant, j'ai réalisé avec stupeur que je sortais de l'ascenseur de droite, pas celui de gauche où je savais avec certitude être monté. Mon esprit a immédiatement tenté de rationaliser, pensant que j'avais dû faire une erreur de perception, mais c'était impossible. Je me suis approché des 2 ascenseurs pour vérifier. Celui de droite, le grand ascenseur conçu pour les brancards, était bien celui d'où je venais de sortir. L'intérieur était différent, beaucoup plus spacieux, avec 2 portes, alors que j'étais monté dans le plus petit, celui avec une seule porte. Je me suis tenu là, totalement déconcerté, cherchant une explication logique. Les ascenseurs ne sont pas connectés, et ils ne partagent pas le même mécanisme. Il n'existe aucun couloir caché ou système de transfert entre les 2. Je sais avec certitude que je suis monté dans l'ascenseur de gauche, car je me souviens très clairement de mon inquiétude concernant son état de fonctionnement. Je n'ai pas rêvé. L'intérieur de l'ascenseur dans lequel je suis monté était différent de celui d'où je suis sorti. Cette histoire remonte à environ 3 ans, mais elle continue de me troubler chaque fois que j'y pense. À l'époque, je gardais le fils de ma cousine, qui avait environ 10 ans. Elle vivait dans notre petite ville natale, un endroit très tranquille et adapté aux enfants, dans un complexe de condominium. Ce jour-là, je m'occupais de lui ainsi que de ses 2 jeunes frères et sœurs, âgés de 7 ans et d'un nourrisson. Le plus âgé est un enfant obéissant, toujours attentif aux consignes. Il m'a demandé s'il pouvait jouer dehors, et comme il était sage, j'ai accepté. Je lui ai demandé de se changer pour mettre des vêtements adaptés à jouer dehors et je me suis assuré qu'il resterait dans la cour, un espace sécurisé que je pouvais surveiller depuis la fenêtre du salon. Plus tard, sa mère est rentrée à la maison et m'a demandé où il était. Je lui ai répondu qu'il jouait dans la cour, mais en regardant par la fenêtre, il n'était plus là. Il n'y avait personne. La panique a immédiatement pris le dessus. Nous avons commencé à l'appeler, à chercher dans les environs. Des voisins et des membres de la famille qui vivent à proximité sont venus nous aider. Après plusieurs minutes sans aucune trace de lui, nous avons appelé la police. Les agents sont venus et ont fouillé la maison de fond en comble, y compris sa chambre. Aucun signe de lui nulle part. Ils se préparaient à lancer une recherche à l'échelle de la ville. Nous étions tous rassemblés dans la cour, inquiets et désespérés. Et puis, soudainement, la porte d'entrée du condo s'est ouverte. Mon cousin est sorti tranquillement de la maison, vêtu d'une tenue complètement différente de celle qu'il portait lorsqu'il était sorti jouer. Il avait l'air calme et légèrement confus, comme s'il ne comprenait pas l'agitation autour de lui. Le policier était sidéré. Il était certain d'avoir fouillé chaque recoin de la maison, y compris la chambre de l'enfant. Incapable d'accepter l'idée qu'il ait pu apparaître de nulle part, l'agent est retourné inspecter l'intérieur du condo une 2e fois, cherchant littéralement des passages secrets ou des tunnels cachés, comme il l'a dit lui-même. Mais rien. J'ai pris mon cousin à part et lui ai demandé où il était passé et ce qui s'était passé. Il m'a répondu d'un ton simple et direct. « Je me suis couché sous cet arbre », a-t-il dit en pointant un grand arbre dans la cour. Puis je me suis endormi. Ensuite, j'ai vu une lumière très brillante et je me suis réveillé dans ma chambre. C'était tellement étrange. Aucun des détails ne fait de sens, même aujourd'hui. Comment un enfant pourrait-il littéralement disparaître sous nos yeux, être introuvable après des recherches minutieuses, puis réapparaître calmement à l'intérieur de la maison,
habillés différemment. Cela fait maintenant un mois que chaque nuit, dès que mes paupières se ferment, je plonge dans le même rêve. Pas un rêve banal, pas une succession d'images fugaces et absurdes comme on en connaît tous. Non. C'est un monde, cohérent, vivant, un univers entier dans lequel je me réveille chaque nuit avec une clarté troublante. Je suis un pêcheur, quelque part dans les années 1800. Mon nom, dans ce rêve, est Elias. Je le sais sans qu'on me le dise. Je vis dans une maison en bois aux murs épais, construite au bord d'un lac sombre et mystérieux. L'air y est toujours humide, chargé d'une odeur de terre mouillée et de bois fraîchement coupé. À l'aube, quand le brouillard s'accroche aux collines, je me tiens devant la vieille barque en bois, inspectant les filets usés par les ans. Je ressens tout. Le froid mordant du vent, le contact rugueux des cordages entre mes doigts calleux, et même la fatigue ancrée dans mes muscles après une longue journée de pêche. Chaque nuit, je mène cette vie simple mais exigeante. Je répare des filets déchirés, je traite avec un marchand de poissons au marché du village voisin. Je sens l'odeur du poisson frais, de la boue, de la fumée qui s'échappe du foyer à l'intérieur de ma maison. Il y a ma femme, Anna, une femme douce et forte, et mes 2 enfants, Freya et Jacob. Ils existent avec une profondeur déconcertante. Leur amour est sincère, leur présence est chaleureuse, bien plus réelle que tout ce que j'ai jamais ressenti dans mes rêves habituels. Chaque nuit, je rentre de la pêche, accueilli par leur sourire fatigué mais plein d'affection. Anna cuisine un ragoût simple pendant que les enfants jouent dans la cour, surveillés par notre vieux cheval gris et 2 chèvres bruyantes. Mais chaque réveil est un choc brutal. Le monde de 2024, avec ses écrans lumineux et ses notifications incessantes, semble soudain faux, superficiel. Je suis étudiant dans une grande ville moderne, vivant dans un petit appartement, entouré de bruits de voitures et d'enseignes clignotantes. Mais tout cela commence à perdre de sa consistance face à la réalité brute et intense de ce rêve récurrent. Je me demande parfois si mon cerveau est défaillant, comme si une boucle défectueuse m'avait coincé dans un programme de simulation défectueux. Chaque soir, je redoute de fermer les yeux, mais je n'ai pas le choix. Je sais que je vais retourner là-bas, sur ce lac figé dans le temps. Une pensée troublante m'obsède de plus en plus. Si, de mon côté, je vis cette vie de pêcheur dans un passé lointain chaque nuit, alors, est-il possible que quelque part, dans un autre univers, Elias, ce pêcheur fatigué, s'endorme dans son lit rudimentaire sous une couverture en laine, et rêve de mon existence? Un étudiant d'un futur inimaginable, enfermé dans un monde technologique complexe qu'il ne peut pas comprendre. Et si lui aussi, au réveil, ressentait ce même vertige? Cette impression d'être étranger dans sa propre vie, hanté par un univers qu'il ne devrait pas connaître. Peut-être qu'il se tient à son tour devant son lac, ses pieds nus sur le bois froid de sa barque, et contemple les eaux sombres en se demandant, comme moi, qui rêve vraiment de qui? Mon mari et moi faisions un trajet de notre maison en Virginie jusqu'à la zone commerciale la plus proche, située dans le Maryland, à environ 1 heure à 1 heure et demie de route. Là où nous vivons, il n'y a pas grand-chose à part un Walmart et quelques petites boutiques de souvenirs pour touristes. L'idée d'aller dans un vrai centre commercial était donc un événement excitant. Alors que nous roulions sur l'autoroute, nous avions à peine franchi la frontière du Maryland, ce qui signifiait que nous étions à mi-chemin de notre destination. Après avoir traversé la première petite ville, nous sommes entrés dans une longue étendue boisée. C'est là que quelque chose d'étonnant s'est produit. Le ciel a pris une teinte rose intense, presque irréelle. C'était si magnifique et inhabituel que nous avons commencé à en parler, émerveillés par cette couleur presque surnaturelle. Puis, sans aucun avertissement, un éclair assourdissant a déchiré le ciel, suivi d'une pluie torrentielle. Le déluge était si intense que nous ne pouvions presque plus voir la route devant nous. En un rien de temps, la circulation s'est figée. Les voitures ont ralenti, certains conducteurs ont allumé leurs feux de détresse et se sont rangés sur le côté de la route. Nous nous sommes retrouvés encerclés par des autobus, des semi-remorques et d'innombrables voitures, tous luttant pour avancer dans cette tempête déchaînée. Pendant environ 30 à 45 minutes,
nous avons avancé à pas de tortue, nous concentrant uniquement sur notre sécurité et le maintien sur la route. En continuant, nous avons traversé 2 petites villes, ce qui était évident grâce aux boutiques et commerces locaux qui bordaient la route, contrastant fortement avec les forêts que nous venions de traverser. Puis, aussi soudainement que la pluie était apparue, elle s'est arrêtée. Le ciel s'est de nouveau teint de cette teinte rose saisissante. Nous nous sommes regardés, interloqués. Mais le moment le plus troublant est venu quand nous avons regardé l'horloge. 1h30 s'était écoulée. Nous étions convaincus d'avoir presque atteint notre destination, mais nous étions à la sortie de la première ville, là où le ciel avait viré au rose pour la première fois. Nous n'avions pas avancé du tout. Jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que nous empruntons cette autoroute, nous surveillons l'heure, nommons chaque ville que nous traversons et revivons cette étrange expérience. Quand j'étais très enceinte et extrêmement irritable, je préparais mes bagages pour un voyage. Mon chien âgé et incontinent avait pris l'habitude de se débarrasser de sa couche dans les coins les plus discrets de la maison, comme s'il savourait ces quelques instants de liberté. Malheureusement, il fuyait comme un robinet qui goutte. Alors que je rangeais mes accessoires dans ma trousse de toilette, je l'ai vu trottiner fièrement, sans sa couche. Mon niveau de patience était déjà proche de 0, et à ce moment précis, quelque chose a explosé en moi. La tempête hormonale de la grossesse a frappé de plein fouet, me plongeant dans une colère irrationnelle. Dans mon accès de rage, j'ai attrapé mon collier préféré et, sans réfléchir, l'ai lancé vers le coin du mur, près du plafond. Je l'ai vu heurter le mur en pleine trajectoire. Mais après le choc, plus rien, le collier avait littéralement disparu. J'ai fouillé la chambre de fond en comble, imaginant qu'il avait rebondi et atterri dans un endroit improbable, peut-être même sur une des pales du ventilateur de plafond. J'ai vérifié les plinthes, le dessus des étagères, les coins des armoires, rien. Dans mon désespoir, j'ai même récité cette prière que ma grand-mère m'avait enseignée, mais rien ne s'est matérialisé. L'heure tournait et je devais partir pour l'aéroport. Résigné, j'ai accepté ma défaite, convaincu que c'était une punition divine pour mon comportement de furie hormonale. Des années plus tard, alors que je faisais le tri dans mes sacs à main, j'ai découvert le collier. Il était soigneusement rangé dans une poche intérieure d'un sac d'hiver en cuir foncé que je n'avais pas utilisé depuis des lustres. C'était un sac lourd et encombrant, quelque chose que je n'aurais jamais pris pour un voyage estival. Mon mari n'était même pas à la maison le jour où j'ai fait ma valise, et il ne touche jamais à mes affaires. Le sac était rangé sur l'étagère supérieure du placard, à l'arrière, recouvert de poussière. Je n'ai aucune explication rationnelle. J'ai vu ce collier frapper le mur et disparaître sous mes yeux. Comment avait-il pu se retrouver, des années plus tard, dans un sac que je n'avais pas touché depuis bien avant cet incident? Je ne saurais jamais ce qui s'est réellement passé, mais cette expérience ressemble à un véritable bug dans la matrice. Une sorte de faille dans la réalité, où un objet a été temporairement effacé pour réapparaître plus tard dans un endroit complètement improbable. En début 2020, je travaillais comme gestionnaire de bureau pour une entreprise qui avait une boîte à suggestions fixée au mur de l'un de nos bureaux. Elle était destinée aux employés pour soumettre anonymement leurs idées. La boîte, le cadenas et la clé avaient été fabriqués sur mesure pour notre entreprise, et j'étais la seule personne à avoir accès à l'endroit où la clé était rangée, elle-même sous verrou sécurisé. Peu avant que la pandémie de Covid ne frappe en mars 2020, je suis allé chercher les suggestions dans la boîte et j'ai découvert que la clé avait disparu. Je savais que personne d'autre n'aurait dû y avoir accès, à part mon patron, mais il a confirmé qu'il ne l'avait jamais prise et n'avait aucune raison de le faire. J'étais sur le point de commander une nouvelle clé, mais quelques jours plus tard, le monde s'est figé. J'ai été licencié temporairement à cause du confinement, et j'ai complètement oublié cette histoire de clé. Pendant ma période de chômage, je profitais de mon temps libre pour promener mon chien et explorer de nouveaux parcs et sentiers dans notre région. Un jour, nous nous sommes rendus dans un parc où nous n'étions jamais allés auparavant, situé à environ 20 minutes en voiture de chez moi et dans la direction opposée à mon lieu de travail. Alors que nous marchions sur l'herbe, mon chien s'est soudainement arrêté net, reniflant quelque chose dans l'herbe. Intrigué, je me suis approché pour voir ce qui attirait tant son attention. Et là,
Posée dans l'herbe, il y avait la clé de la boîte à suggestions de mon ancien bureau. Je suis resté figé, complètement abasourdi. C'était impossible. Je l'ai immédiatement reconnue grâce à l'étiquette en plastique jaune attachée à la clé, sur laquelle j'avais écrit à la main ce à quoi elle servait. Mon écriture était encore parfaitement lisible. Je l'ai ramassée, confuse et effrayée, et je l'ai mise dans ma poche en me disant qu'il devait y avoir une explication rationnelle, même si aucune ne me venait à l'esprit. Comment cette clé sans mesure, censée être rangée dans un tiroir verrouillé, avait-elle pu apparaître dans un parc isolé, à des kilomètres de chez moi et de mon lieu de travail ? 2,5 mois plus tard, quand j'ai repris mon poste après la fin du confinement, j'ai apporté la clé avec moi, toujours perplexe mais curieuse de voir si elle fonctionnerait encore. Et bien sûr elle a déverrouillé la boîte à suggestions. À ce jour, je n'ai aucune explication. Personne n'aurait pu déplacer cette clé dans un parc aussi éloigné. Je n'y étais jamais allé avant cette promenade, et l'idée qu'elle ait été abandonnée là par hasard semble tout simplement impossible. Aucun collègue n'habitait dans cette zone non plus. Je me souviens encore de cette journée étrange dans les Alpes d'Huez, où tout semblait d'abord parfaitement normal, jusqu'à ce que le monde lui-même perde ses repères. Nous étions partis pour une semaine de ski entre amis, une de ces escapades hivernales que nous attendions chaque année avec impatience. Le groupe était de bonne humeur, et l'excitation montait à mesure que nous parlions des pistes que nous allions explorer. Comme toujours, le nom de la piste noire de Sarenne revenait dans les conversations. Longue de 16 km, elle était la plus célèbre de la station, un défi mythique que seuls les skieurs chevronnés osaient affronter. Pour mes amis, cette piste représentait une sorte de rite de passage, un parcours exigeant mais gratifiant. Pour moi, elle était surtout intimidante. Je n'avais jamais envisagé sérieusement de l'essayer. Chaque année, je trouvais une excuse, la fatigue, le manque de temps, la météo. Mais cette fois, leurs encouragements sonnaient différemment. Peut-être était-ce leur assurance tranquille, ou mon propre désir de sortir de ma zone de confort. Je ne savais pas exactement ce qui m'a poussé à accepter, mais je me suis entendu dire que j'étais prêt à tenter l'aventure. Une fois la décision prise, il n'y avait plus de retour en arrière. Nous avons pris le téléphérique jusqu'au sommet du Pic Blanc, à 3300 mètres d'altitude. La montée semblait interminable, le paysage devenant de plus en plus irréel à mesure que nous nous élevions au-dessus des nuages. Le silence régnait dans la cabine, interrompu seulement par le crissement métallique des câbles et le souffle du vent glacé. La lumière, pure et froide, baignait les sommets enneigés dans un éclat presque surnaturel. Arrivé au sommet, la vue s'est déployée dans toute sa splendeur, des montagnes infinies sous un ciel limpide, un monde de blancheur et de glace. Je suis resté immobile un instant, absorbé par l'immensité du paysage, le cœur battant sous l'effet du vertige et de l'anticipation. Devant moi, la piste s'étirait comme une ligne fragile perdue dans l'immensité des montagnes. Le vent mordait mes joues, et le froid me ramenait à la réalité. Mes amis, déjà prêts, ajustaient leurs équipements en plaisantant. Je n'avais plus d'autre choix que de me lancer. Je me suis élancé avec prudence, concentré sur chaque mouvement. La pente était raide, la neige dure et glacée. Mes skis tremblaient sous moi, mes muscles étaient tendus. Je luttais pour rester maître de ma trajectoire, chaque virage me demandant une concentration totale. Pourtant, peu à peu, je me suis laissé aller. Mon corps a retrouvé ses réflexes, et mon esprit s'est libéré. Je glissais avec une aisance nouvelle, porté par une étrange sensation de fluidité. Le vent sifflait à mes oreilles, et l'adrénaline me donnait des ailes. C'est à ce moment précis que tout a changé. Le paysage autour de moi s'estompa brusquement, comme si quelqu'un avait effacé la toile du monde. En un instant, les montagnes, le ciel, la neige, tout avait disparu. Je me retrouvais dans un espace immaculé, infini, sans horizon, sans contour. Le blanc était partout, sans texture ni profondeur. Je ne voyais plus rien, je n'entendais plus rien, pas même le bruit de mes skis sur la neige. Je glissais dans le vide, comme suspendu dans un rêve étrange. La panique s'est emparée de moi. J'ai freiné d'un coup sec, mais il n'y avait pas de sol sous mes pieds. Rien ne répondait à mes mouvements.
J'étais prisonnier d'un néant silencieux et immobile. Je me suis mis à crier, mais aucun son ne sortait. Mon souffle s'accélérait, et mon cœur battait à tout rompre. J'ai retiré mes skis, espérant retrouver une forme de contrôle sur mon environnement, mais cela n'a rien changé. Le vide était total. Je flottais dans une immensité sans limite, dépourvue de toute vie, de toute substance. Le temps semblait s'étirer à l'infini. Chaque seconde paraissait durer une éternité. J'avais perdu toute notion du réel, incapable de comprendre ce qui m'arrivait. Une angoisse sourde montait en moi, mêlée à une résignation désespérée. J'étais certain que j'étais coincé là pour toujours, piégé dans ce monde irréel où rien n'existait. Mon esprit oscillait entre terreur et incrédulité. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, la réalité a refait surface. Les contours du monde sont réapparus, comme dessinés par une main invisible. Je me suis retrouvé assis sur une chaise en bois, face au bar près de notre chalet, les mains posées sur une table en bois lisse, encore tremblante. La chaleur douce du poêle crépitait à côté de moi. Ma veste était sèche, mes skis étaient soigneusement posés contre le mur. Tout semblait incroyablement normal, comme si rien de tout cela ne s'était passé. Autour de moi, mes amis riaient et discutaient joyeusement, un chocolat chaud fumant entre les mains. Je restais immobile, hébété, tentant de rassembler mes esprits. Personne ne semblait s'être aperçu de mon absence. Je voulais leur parler, leur raconter ce que je venais de vivre, mais les mots me manquaient. Ils auraient cru à une plaisanterie, ou pire, à un délire dû à l'altitude. Plus tard, de retour chez moi, hanté par cette expérience inexplicable, j'ai consulté un psy. Il a évoqué une hallucination provoquée par le froid, la fatigue ou l'effet de l'altitude. Une réponse rationnelle, facile à comprendre. Mais au fond de moi, je savais que ce que j'avais vécu ne pouvait pas être réduit à une simple explication scientifique. Cet espace vide, cet univers blanc où rien n'existait. C'était bien plus qu'une illusion. Et parfois, lorsque je ferme les yeux, je ressens encore cette étrange sensation de glisse dans le vide, cette impression de flotter dans un monde sans fin, entre deux réalités. C'était un après-midi classique entre deux cours, et j'étais en train de faire la tournée des bars, comme on le faisait souvent à l'époque. L'ambiance était animée, avec des étudiants partout, mais quelque chose d'étrange a attiré mon attention. À un bloc de distance, deux personnes très grandes se tenaient au coin de la rue. Un homme et une femme, tous deux habillés en blanc, avec des cheveux blancs immaculés. Ce n'était pas juste leur apparence qui semblait étrange, leur présence même dégageait quelque chose d'inhabituel, comme s'ils ne faisaient pas partie de ce monde. D'abord, j'ai évité tout contact visuel et continué mon chemin. Mais ma curiosité l'a emporté. J'ai traversé la rue et les ai observés discrètement. Ils sont entrés dans un magasin de sport au coin de la rue. Intrigué, j'ai attendu 30 minutes, pensant qu'ils ressortiraient à un moment donné. Mais ils ne sont jamais ressortis. Déconcerté, je suis allé voir dans le magasin pour les retrouver, mais ils avaient disparu. Aucun employé du magasin ne semblait les avoir remarqués ou ne se souvenait d'eux. En sortant du magasin, j'ai levé les yeux, et là, ils étaient à nouveau là, de l'autre côté de la rue, fixant droit dans ma direction. Je me suis figé, le cœur battant. Ils ont commencé à me suivre, marchant lentement mais avec une détermination implacable, comme des prédateurs traquant une proie. Je ne voulais pas voir où cela menait, alors je me suis engouffré dans un bar, traversé la salle, et suis sorti par la porte arrière, prenant des ruelles pour rentrer directement à mon appartement. Pendant le reste de la journée, je suis resté cloîtré chez moi, jetant des coups d'œil par la fenêtre qui donnait sur le lac derrière le bâtiment. Et là, ils étaient encore là. Ils se promenaient lentement, scrutant les environs, comme s'ils cherchaient quelque chose ou quelqu'un. 2 semaines plus tard, à l'université, j'étais à la cafétéria principale lorsqu'un de mes amis est venu s'asseoir à ma table. Il avait l'air paranoïaque, constamment sur ses gardes. Pour le détendre, je l'ai invité chez moi et nous avons fumé un joint pour nous relaxer. Après un moment, il s'est confié. Il avait vu la même chose. Il m'a raconté que 2 personnes très grandes, vêtues de blanc,
au teint pâle, aux cheveux blancs l'avait suivi dans les rues de Madison, exactement au même moment où j'avais vécu mon étrange rencontre. Il semblait terrifié et convaincu qu'il le surveillait. Le détail le plus troublant ? Personne d'autre ne semblait jamais les remarquer. Ils étaient parfaitement hors contexte, comme déconnectés de la réalité. Depuis ce jour, je n'ai jamais revu ces étranges personnes, mais je n'ai jamais oublié cette rencontre. Très peu de personnes comprennent réellement comment fonctionne la matrice. En réalité, c'est assez simple. C'est un monde de rêve. Le monde physique n'est qu'un monde de rêve dense. Comme celui que vous visitez lorsque vous dormez, mais plus dense. C'est complexe, mais c'est essentiellement ce que c'est. Si beaucoup de gens savaient ce que je sais, nous pourrions en faire un monde de rêve moins dense et manifester des choses à partir de rien. Son fonctionnement est en fait très simple. Il y a des éléments qui constituent l'ossature de la matrice, l'IA, les esprits subconscients de la population, et le système de grille. La grille est l'un des aspects les plus importants à comprendre. Il existe un système de grille qui parcourt la planète. La grille absorbe l'énergie négative de la population et l'utilise pour rendre la planète plus dense et abaisser sa vibration. La grille maintient l'état dense et rigide des objets qui semblent physiques. Ils ne sont pas vraiment physiques, ils sont en réalité holographiques. Les objets apparemment physiques ne sont que de la lumière et des champs de force. Sans le système de grille, la Terre resterait dense, mais la rendre moins dense serait beaucoup plus facile. La grille est, à toute fin utile, l'ossature de la matrice. L'IA l'utilise et les esprits subconscients de la population la maintiennent. Mais la grille est la raison pour laquelle le monde apparemment physique est dense et rigide. La raison pour laquelle la grille rend les choses aussi denses et rigides est assez simple. Moins un monde est dense, plus il est réactif à la pensée. Plus il est dense, moins il répond à la pensée. Et plus un monde est dense, plus il faut d'énergie pour le changer. Donc, si vous avez un monde dense avec beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup d'énergie, il leur sera difficile de le changer. La grille conduit d'énormes quantités d'énergie, ce qui rend les objets suffisamment denses pour que les gens ne puissent pas les influencer ou les modifier facilement. Cependant, il est possible de reprogrammer la grille est programmée dans une zone en lui disant simplement de faire quelque chose, pour rendre la réalité moins dense. Vous pouvez programmer la grille pour déplacer l'énergie hors d'une zone afin de la rendre moins dense. Le problème est que la grille est maintenue par les esprits subconscients de la population, donc si une seule personne essaie de faire cela, les esprits collectifs tenteront de l'en empêcher. Pour créer des poches de réalité moins denses, suffisamment peu denses pour voler, se téléporter, changer de forme, manifester des objets, il faudrait révoquer les contrats d'âme liés à la grille et reprogrammer l'esprit subconscient pour qu'il vous permette soit de programmer la grille comme vous le souhaitez, soit de la supprimer complètement dans une zone. Voilà essentiellement comment fonctionne la matrice. La grille est l'ossature de la matrice et les esprits subconscients de la population la maintiennent. Mon objectif est de créer un jour des poches de monde moins denses, suffisamment peu denses pour faire des choses comme voler, se téléporter, changer de forme, manifester des objets, etc., sur Terre. De cette façon, lorsque je voudrais voler, je n'aurai pas besoin d'avoir une expérience hors du corps, je pourrai simplement sortir dans mon jardin et voler. La Terre peut sembler physique, mais ce n'est qu'un monde astral dense soutenu par un système de grille. Je veux simplement la rendre plus astrale pour que nous puissions accomplir des choses incroyables. Ce qui m'est arrivé ce jour-là n'était pas si étrange, mais c'est sans aucun doute l'une des expériences les plus incroyables que j'ai jamais vécues. Quand j'apprenais à conduire, je me débrouillais bien sur les longues routes droites, donc lorsqu'une amie organisait une fête chez elle, à 50 minutes de route de chez moi, ma mère et moi avons pensé que ce serait une bonne occasion de m'entraîner. Pour situer, j'habite dans un tout petit village rural d'environ 200 habitants, majoritairement des personnes âgées qui ne conduisent pas. La ville où je devais aller est également assez petite, mais le trajet était idéal pour gagner en expérience. En chemin, nous nous sommes arrêtés dans une station-service. Comme j'étais encore une conductrice débutante, ma mère et moi avons échangé nos places après avoir fait le plein, pour qu'elle puisse sortir de la station plus facilement. Environ 10 minutes plus tard,
nous avons pris une bretelle de sortie, un petit chemin résidentiel à environ 5 minutes de chez mon amie, juste pour échanger à nouveau nos places afin que je puisse arriver au volant devant chez elle. Ce détail est important. Ma mère a grandi dans la région et n'avait jamais pris ce chemin auparavant, car il ne mène nulle part d'important, juste à quelques maisons isolées. C'était un pur hasard que nous ayons utilisé cette route ce jour-là. 2 jours plus tard, après être rentré de la fête, j'ai réalisé que ma carte bancaire avait disparu. J'ai pensé que je l'avais perdue soit à la fête, soit à la station-service. Résigné, j'ai ouvert mon application bancaire pour commander une nouvelle carte. À ce moment précis, mon voisin d'un accent grave côté entre chez nous et dit « C'est vraiment bizarre, mais je faisais du vélo et j'ai dû prendre une bretelle de sortie, et j'ai trouvé cette carte bancaire par terre avec ton nom dessus. » J'étais abasourdi. Ma carte était tombée à 50 minutes de route de chez moi, sur un chemin que je n'avais jamais emprunté auparavant, que ma mère non plus ne connaissait pas, et qui n'a aucun lien avec notre village. Comment mon voisin, qui faisait du vélo par pur hasard, a-t-il pu passer par ce chemin précis, trouver ma carte, et me la rapporter directement? C'était comme si l'univers avait conspiré pour que ma carte me revienne, contre toute probabilité. Je me dis encore aujourd'hui que quelqu'un veillait sur moi ce jour-là. Aucune explication rationnelle ne peut expliquer ce coup de chance absolument improbable. Il y a presque un an, j'ai acheté une montre connectée Samsung Galaxy. Le tout premier jour où je l'ai portée, elle a subi 3 grosses fissures sur toute la surface de l'écran ainsi que 2 éclats sévères sur les bords, avec de petits morceaux de verre manquants. Malgré les dégâts, la montre fonctionnait encore parfaitement, mais son état était incontestablement abîmé. Mon partenaire a le même modèle de montre et m'a proposé de changer de montre avec lui, car son travail n'est pas physiquement exigeant. J'ai refusé, préférant garder la mienne malgré son état. Depuis cet incident, cela nous a servi de blague récurrente, vu l'absurdité de l'endommager aussi gravement dès le premier jour. Nous en avons ri pendant des mois. Il y a 3 jours, j'ai décidé d'acheter un vrai protecteur d'écran, vendu en lot de 2, et un boîtier épais pour protéger la montre et enfin pouvoir la porter sans crainte au travail. Mon partenaire a posé le protecteur d'écran sur ma montre, mais à cause des fissures visibles et des éclats, de nombreuses bulles d'air sont apparues sous le film protecteur, ce qui était inévitable. C'était un peu décevant, mais je me suis dit que cela ferait l'affaire pour le moment. Depuis l'installation du protecteur d'écran, j'ai porté la montre presque en continu, sauf quelques heures aujourd'hui où elle était en charge. Une fois rechargée, je l'ai immédiatement remise à mon poignet. Ce soir au dîner, mon partenaire a de nouveau proposé d'échanger nos montres, ce que j'ai refusé en regardant mon poignet. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué quelque chose de troublant, il n'y avait plus aucune fissure ni éclat sur la montre. L'écran était parfait, comme neuf. Stupéfait, je l'ai accusé d'avoir échangé les montres à mon insu, pensant qu'il voulait me faire une blague. Il a nié catégoriquement, affirmant que sa propre montre était rangée dans son tiroir de chevet depuis des mois. En rentrant à la maison, nous avons vérifié son tiroir. Sa montre était bien là, exactement où il l'avait laissée. Les 2 montres étaient parfaitement intactes, sans aucune fissure ni éclat. Le plus étrange, aucune des 2 montres n'avait de protecteur d'écran. Pourtant, je me souviens clairement de l'installation du film protecteur sur la mienne il y a 3 jours. Nous avons même vérifié la boîte d'emballage, et il ne reste qu'un seul protecteur sur les 2 vendus dans le lot. Le premier protecteur a disparu sans explication. Nous avons ensuite comparé les numéros de série des montres pour écarter l'hypothèse d'un échange accidentel. Les numéros correspondaient bien, prouvant qu'elles n'avaient pas été inversées. Je n'exagère pas en disant que des morceaux de verre manquaient sur ma montre il y a encore quelques jours. Les fissures étaient énormes et parfaitement visibles, même sous le film protecteur. Aujourd'hui, les 2 montres sont impeccables. Nous perdons la tête en essayant de comprendre ce qui s'est passé. Ce qui vient de se passer avec mon chat hyperactif me trouble profondément. Habituellement calme, il était étrangement agité ce soir, courant partout, miaulant fort, et jouant avec tout ce qu'il trouvait par terre.
Il a aussi couru plusieurs fois dans les escaliers, montant et descendant sans raison apparente, ses griffes faisant du bruit sur la moquette, comme à chaque fois qu'il se déplace rapidement. Je me suis installé sur le canapé pour le surveiller tout en me relaxant, curieux de son comportement inhabituel. À un moment, je l'ai vu courir vers les escaliers, miaulant bruyamment, et monter en trombe. Je n'ai pas quitté le haut de l'escalier des yeux, attendant qu'il redescende. Puis, tout à coup, il a miaulé derrière moi. Je me suis retourné, et il était là, juste à côté du canapé, me fixant calmement comme si de rien n'était. Je ne comprends pas. Il n'y a aucun autre moyen pour lui d'apparaître là sans redescendre les escaliers, et je n'ai jamais détourné le regard de la cage d'escalier. S'il était redescendu, j'aurais entendu le bruit distinct de ses griffes sur chaque marche. Il n'y avait aucun bruit. C'est impossible, et je suis totalement déconcerté. Ma maison est silencieuse, sans musique ni distraction, donc je l'aurais forcément entendu. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. Ce n'est pas la première fois que quelque chose comme ça arrive avec un de nos chats. Quand j'étais enfant, mes parents m'ont demandé de remonter notre ancien chat, Lotus, qui se trouvait dans le bureau en bas. Il grattait les rideaux de la fenêtre pour sortir. Je l'ai ramassé et porté à l'étage, dans sa chambre au fond du couloir. J'ai éteint la lumière, fermé la porte, et je suis redescendu pour finir de manger. Quelques minutes plus tard, les rideaux du bureau ont bougé. Toute ma famille a figé, car ils m'avaient vu porter Lotus à l'étage. Mon père a ouvert la porte du bureau, et il est sorti tranquillement, comme s'il n'avait jamais quitté la pièce. Je me souviens avoir couru à l'étage, convaincu que j'avais bien fermé sa porte. Quand je suis arrivé, la porte de sa chambre était grande ouverte, la lumière allumée. Pourtant, je savais que j'avais tout éteint et fermé. L'autre jour, j'étais chez mes parents pour notre dîner de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, j'avais mon fils de 3 ans avec moi. En général, dès que nous entrons, je lui enlève ses chaussures pour éviter qu'il ne les perde dans la maison. Cette fois, je ne l'ai pas fait, et bien sûr, ses chaussures se sont retrouvées éparpillées quelque part. En fin de soirée, alors que nous nous apprêtions à partir, j'ai commencé à chercher ses chaussures. J'ai rapidement trouvé une chaussure pour son pied gauche. Le problème était que l'autre chaussure restait introuvable. Toute ma famille a commencé à fouiller la maison pour nous aider à la retrouver. Après quelques minutes de recherche, mon père a appelé depuis le salon, disant qu'il avait trouvé la deuxième chaussure. Soulagé, je suis allé la récupérer, mais quelque chose clochait. C'était encore une chaussure gauche. Complètement perplexe, je me suis demandé si cela pouvait être une vieille chaussure identique d'une ancienne paire que mon fils possédait. Mon fils avait effectivement eu une paire identique lorsqu'il était plus jeune, mais je savais que la taille était différente. Par curiosité, j'ai vérifié les tailles sur les 2 chaussures gauches que nous avions en main, elles étaient toutes les 2 en taille 10. J'étais stupéfaite. Comment pouvions-nous avoir 2 chaussures gauches identiques, de la même taille, sans qu'il y ait jamais eu de deuxième paire de chaussures en taille 10 ? Quelques instants plus tard, ma sœur est arrivée, triomphante, tenant enfin la bonne chaussure droite. Nous étions prêts à partir, mais je ne pouvais pas m'empêcher de réfléchir à cette étrange deuxième chaussure gauche qui ne devrait pas exister. D'où venait-elle ? Personne dans la maison n'avait acheté de double paire. Personne ne se souvenait d'avoir déjà vu cette chaussure supplémentaire. Quand j'avais 18 ans et que je travaillais dans un supermarché, j'avais pris l'habitude de photographier mon planning de travail chaque semaine. Même si j'étais généralement sûr de me souvenir de mes horaires, je préférais avoir une preuve visuelle au cas où. Un jour en particulier, je savais que je devais commencer mon service à 15h30. Pourtant, étant d'un naturel un peu anxieux, j'ai décidé de vérifier la photo de mon planning sur mon téléphone pour être certain. En ouvrant l'image, mon cœur a raté un battement, elle indiquait clairement 15h. Je ne comprenais pas. J'étais convaincu d'avoir retenu 15h30, mais là, la photo montrait autre chose. Pris d'un doute profond, j'ai augmenté la luminosité de mon iPhone au maximum et j'ai zoomé sur l'image. Il n'y avait aucune ambiguïté,
l'horaire affiché était bien 15 heures. Pour ne pas devenir fou, j'ai montré la photo à ma mère. Sans hésiter, elle a confirmé qu'elle voyait aussi 15 heures. C'était une image nette, prise dans un endroit bien éclairé, et mon téléphone était tout neuf, sans écran fissuré ni protecteur endommagé. Préférant jouer la sécurité, j'ai sauté dans ma voiture et conduit jusqu'au travail, arrivant juste à temps pour 15 heures. Une fois sur place, j'ai voulu vérifier à nouveau le planning affiché sur le tableau du magasin. Et là, il indiquait bien 15h30, comme je l'avais toujours cru. Sous le choc, j'ai sorti mon téléphone pour regarder la photo une nouvelle fois. Cette fois, elle montrait aussi 15h30, exactement comme dans mon souvenir initial. Complètement déconcerté, j'ai demandé à un collègue de regarder l'image sur mon téléphone, juste pour m'assurer que je ne devenais pas fou. Sans hésitation, il a lu 15h30. En rentrant chez moi, encore perturbé, j'ai de nouveau montré la photo à ma mère. Elle a regardé l'image et m'a dit calmement qu'elle voyait 15h30. Interloqué, je lui ai rappelé qu'elle avait vu 15 heures plus tôt dans la journée. C'est là qu'elle s'est figée un instant, comme si un souvenir flou remontait. Finalement, elle a admis ce souvenir d'avoir vu 15 heures, mais a simplement balayé cela d'un « c'est bizarre, non ?» À ce jour, je n'ai toujours aucune explication pour ce qui s'est passé. Mon téléphone n'avait aucun problème technique, la photo n'a jamais été modifiée, et deux personnes distinctes ont vu deux horaires différents sur la même image à des moments différents. Rien de similaire ne m'est arrivé depuis, mais cet incident me hante encore. C'était comme si la réalité elle-même avait vacillé, comme si un glitch avait brièvement modifié quelque chose avant de se réinitialiser. Une petite erreur dans un programme invisible que nous ne sommes pas censés remarquer. C'était au milieu des années 80, une époque où les téléphones portables n'existaient pas et où les cabines téléphoniques faisaient partie du quotidien. Cette soirée-là, après une longue journée de travail, j'avais décidé de passer un coup de fil à ma petite amie. Mon appartement n'était pas équipé d'un téléphone fixe, alors j'ai choisi une cabine téléphonique au coin d'une rue déserte. Les lampadaires projetaient des ombres tremblantes sur le trottoir, créant une atmosphère étrange et presque surnaturelle. Je connaissais son numéro par cœur, l'ayant composé des dizaines de fois. La routine était familière, glisser la pièce dans la fente, composer les chiffres et attendre la tonalité. Tout semblait parfaitement normal. Le son des bips était régulier et rassurant, comme toujours. Au bout de quelques secondes, quelqu'un a décroché. La voix d'une femme a retenti, reconnaissable mais teintée d'une certaine confusion. Je pensais avoir joint la maison de ma petite amie, mais il y avait dans la voix de la personne un ton étrange, comme si elle ne comprenait pas pourquoi je l'appelais. Après un court instant d'attente, j'ai entendu des bruits étouffés de pas et des chuchotements à l'autre bout de la ligne. Puis, ma petite amie a pris le combiné. Sa voix était un mélange de surprise et d'interrogation, comme si elle essayait de comprendre comment j'avais pu l'appeler à cet endroit précis. À cet instant, une sensation de malaise a commencé à m'envahir. Elle m'a expliqué qu'elle n'était pas chez elle ce soir-là. Sa mère et elle avaient décidé, sur un coup de tête, de rendre visite à une amie qui habitait dans un quartier éloigné. Elle n'était là que depuis quelques minutes avant mon appel. Cette visite n'était pas prévue, et personne ne savait qu'elle se trouvait à cette adresse, certainement pas moi. Mon esprit a cherché une explication rationnelle. Peut-être avais-je composé le mauvais numéro par accident ? Mais comment aurais-je pu tomber précisément sur la maison où elle se trouvait, à ce moment exact ? Les probabilités semblaient impossibles. Je n'avais aucun moyen de connaître cette adresse ni ce numéro. Il n'y avait aucun lien logique entre ce que j'avais composé et l'endroit où mon appel avait été reçu. Cette expérience a laissé une impression étrange, presque surnaturelle. Il y a environ 9 à 10 ans, ma famille et moi devions régulièrement rendre visite à ma grand-mère à l'hôpital en raison de complications liées à son diabète. Elle avait dû subir une amputation d'un orteil, et ces visites étaient devenues fréquentes et routinières. Un jour en particulier, mon père et moi étions allés seuls lui rendre visite. En marchant dans le couloir menant à sa chambre, mon père a ressenti le besoin d'utiliser les toilettes et m'a demandé d'attendre dehors pendant qu'il y allait.
Cela semblait tout à fait normal, alors je me suis posé près de la porte, attendant patiemment qu'il revienne. Les minutes ont passé, et cela commençait à me sembler anormalement long. Après ce qui m'a semblé être 15 minutes, l'inquiétude a pris le dessus. J'ai frappé doucement à la porte en demandant s'il allait bien et ce qui prenait autant de temps. La porte s'est ouverte lentement, mais ce n'était pas mon père. Une femme blonde en blouse bleue, probablement une infirmière, est sortie. Son visage exprimait une confusion mêlée à de l'exaspération, comme si elle ne comprenait pas pourquoi je me trouvais là. Sans dire un mot, elle a traversé le couloir à toute vitesse, disparaissant rapidement au détour d'un autre couloir. Sous le choc, confus et embarrassé, je suis resté immobile un instant, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mon père n'était pas là, et il n'y avait aucune trace de lui dans les environs. À peine quelques secondes plus tard, je l'ai vu apparaître, tout au bout du couloir, marchant calmement vers moi. Son visage reflétait l'inquiétude, et avant même que je ne dise quoi que ce soit, il m'a demandé où j'étais passé tout ce temps. Je lui ai répondu, encore sous le coup de l'étrangeté de la situation, que j'avais attendu devant les toilettes, exactement là où il m'avait dit de rester. C'est alors qu'il m'a expliqué qu'il n'avait jamais utilisé les toilettes et qu'il était resté dans la chambre de ma grand-mère tout le temps, discutant avec elle. Complètement déconcerté, j'ai couru jusqu'à la chambre de ma grand-mère, espérant clarifier ce mystère. En me voyant arriver, elle m'a demandé la même chose que mon père, où étais-tu passé tout ce temps ? Je leur ai répété mon histoire, expliquant que j'avais attendu devant la porte des toilettes pendant tout ce temps, pensant que mon père y était. À ce jour, je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Il y a environ 5 ans, alors que j'étais enceinte de 7 mois de ma fille, j'ai accompagné mon neveu à son match de baseball. Ses parents, mon beau-frère et ma belle-sœur, étaient occupés ce jour-là et ne pouvaient pas le conduire, alors j'ai pris le relais. Mon neveu avait environ 10 ans à l'époque. Avant le match, il a frotté doucement mon ventre pour me porter chance, une petite tradition affectueuse dans notre famille. Le match avait lieu près de l'endroit où j'étais allé au collège, un quartier familier où mon mari et moi aimons aussi participer à des fêtes de quartier. Sur le terrain de baseball, il y avait une section réservée aux personnes à mobilité réduite, équipée de sièges confortables avec dossier. Étant enceinte, je pouvais m'asseoir dans cette section, ce qui m'arrangeait bien, car elle était proche des toilettes. Malheureusement, être enceinte signifiait aussi devoir utiliser les toilettes beaucoup trop souvent. Je me suis levé au moins 8 fois pendant le match pour aller aux toilettes situées dans un bâtiment adjacent. Chaque fois, je marchais avec précaution, mon ventre proéminent en avant. À un moment donné, après avoir vu que toutes les cabines de la salle de bain étaient occupées, je me suis dirigé vers un des 2 toilettes mobiles installées sur le terrain. L'un était à environ 3 mètres des gradins, près du terrain de baseball, et l'autre à une centaine de mètres, près de la piste d'athlétisme. Avec mes jambes enflées et les éruptions cutanées provoquées par la chaleur et la grossesse, marcher jusqu'à celui de la piste semblait impossible. J'ai donc espéré que celui près des gradins serait libre. En croisant les doigts, je me suis dirigé rapidement vers le premier toilette mobile et, avec soulagement, j'ai vu qu'il était vide. Je suis entré, et verrouillé la porte et me suis installé. Alors que je faisais mes affaires, mon téléphone a vibré. C'était une amie qui appelait. J'ai répondu et discuté avec elle pendant environ 15 minutes. Une fois notre conversation terminée, j'ai fini ma routine, utilisé du désinfectant pour les mains, appliqué de l'onguent sur mes cuisses irritées, puis remonté mon pantalon. C'est à ce moment-là que quelque chose m'a frappé. L'endroit était beaucoup trop silencieux. Je savais que ce toilette mobile était situé à quelques mètres des gradins où se déroulait le match. Pourtant, je n'entendais aucun bruit de foule, aucun cri d'encouragement ni de coup de batte. Personne n'avait frappé à la porte non plus. Poussé par cette sensation étrange, j'ai déverrouillé la porte et suis sorti, pour découvrir que j'étais à la piste d'athlétisme, à l'autre bout du terrain, à plus de 100 mètres des gradins. Le toilette où je pensais être était désormais loin derrière. Je suis resté immobile quelques secondes, troublé et complètement confuse. Il n'y avait aucune raison pour que je sois là. Je me souvenais clairement d'être entré dans le toilette près des gradins. Comment avais-je pu en ressortir aussi loin ?
Reprenant mes esprits, j'ai commencé à marcher laborieusement vers le terrain de baseball. En arrivant, j'ai vu que le match venait de se terminer. Mon neveu attendait devant le bâtiment des toilettes intérieures, son sac sur l'épaule. Essoufflé et déboussolé, je l'ai appelé et il m'a immédiatement demandé où j'étais passé. Il avait supposé que j'étais dans la salle de bain et m'attendait patiemment. Ne voulant pas expliquer cette expérience inexplicable, je lui ai simplement dit que toutes les cabines étaient occupées et que j'avais dû utiliser le toilette mobile de l'autre côté du terrain. Sur le chemin du retour, j'ai repensé à ce qui s'était passé. Aucune explication logique ne venait. Il n'y avait aucune raison que je me sois retrouvé à cet endroit. C'était comme si l'espace lui-même s'était plié pendant ces quelques minutes, me transportant d'un endroit à un autre sans que je m'en rende compte. Chaque jour, je promène mon chien dans mon quartier. C'est un trajet familier, une routine que je connais par cœur, et je reconnais chaque maison que nous passons. Hier, alors que nous faisions notre promenade habituelle, j'ai remarqué une maison différente. Cela m'a interpellé, mais sans vraiment m'alarmer sur le moment. C'était une vieille maison, avec une façade usée par le temps, qui semblait sortie d'une autre époque. Les fenêtres étaient grandes ouvertes, et je pouvais voir l'intérieur. Une femme âgée, que j'ai supposée être une couturière, était installée derrière une machine à coudre, concentrée sur son travail. Une vieille voiture était garée dans le garage, comme figée dans un passé lointain. Alors que je ralentissais, un chien adorable est venu en trottinant jusqu'au portail, remuant joyeusement la queue en voyant mon chien. La femme a levé les yeux, nous a souri chaleureusement et nous a salués d'un geste amical. Je lui ai répondu avec un sourire, charmé par l'atmosphère chaleureuse et tranquille qui se dégageait de cet endroit. Aujourd'hui, impatient de retrouver cette maison et de revoir la gentille dame et son chien, j'ai hâte de passer à nouveau devant. Mon chien aussi semblait excité, comme s'il se souvenait de l'adorable compagnon de la veille. Mais l'inattendu s'est produit. À la place de la vieille maison, il y avait une autre maison, moderne et impeccablement entretenue. Rien à voir avec celle que j'avais vue la veille. Aucune trace de la couturière, du vieux chien, ou même de la voiture ancienne. Tout avait changé. Je me suis arrêté net, confus, fixant la maison. C'était impossible. Je savais exactement où je me trouvais. C'était le même endroit. Le chemin, les autres maisons autour, tout était identique, sauf celle-ci. J'ai regardé autour de moi, cherchant une explication, mais rien ne semblait hors de l'ordinaire. Mon chien semblait également perturbé, reniflant l'air et le sol, comme s'il cherchait quelque chose qui n'était plus là. Cette maison ancienne, avec sa couturière souriante, son chien affectueux et son aura nostalgique, avait disparu. Ce bug dans la matrice s'est produit aujourd'hui même, et ma famille est encore sous le choc. Pour donner un peu de contexte, nous vivons au Brésil, où il est courant d'avoir un poêle à bois dans les maisons. Le nôtre est connecté à un barbecue intégré dans le mur, entouré de briques. Ces deux installations ont chacune un conduit séparé qui finit par se rejoindre pour former un seul passage menant à l'extérieur de la maison. Il y a 1 semaine et 2 jours, mon père était dans la cuisine lorsqu'il a entendu des pierres et de la terre tomber dans le barbecue. Intrigué, il a pris une lampe de poche pour voir ce qui se passait dans le conduit. Un gros pigeon vivant s'était coincé dans les barres métalliques installées pour empêcher les animaux d'entrer dans la maison. Ne sachant pas quoi faire immédiatement, mon père a fermé l'entrée du barbecue et décidé d'attendre. Il pensait que l'oiseau finirait par s'envoler ou tomberait dans un endroit où il pourrait le récupérer plus tard. Le lendemain, il a vérifié à nouveau, mais plus de pigeons. Il a supposé que l'oiseau avait réussi à s'échapper. 1 semaine plus tard, nous avons commencé à sentir une odeur de pourriture dans la cuisine et avons remarqué des mouches apparaissant autour du poêle et du barbecue. Mon père a immédiatement conclu que le pigeon était probablement mort dans le conduit du poêle à bois et que son corps était en décomposition à l'intérieur. Il a décidé de contacter des connaissances qui savent comment nettoyer les conduits et retirer les carcasses d'animaux. Ils sont venus 2 jours plus tard, donc aujourd'hui même, prêts à intervenir. Cependant, quand ils ont commencé à examiner les conduits, rien. Pas de pigeons.
Pas de carcasse, aucune odeur désagréable, et plus aucune mouche. Le passage était parfaitement propre, comme si rien ne s'était jamais passé. Mon père et moi sommes complètement abasourdis. Nous avons vu le pigeon coincé. L'odeur et les mouches étaient réelles. Mais au moment où les experts sont arrivés pour s'en occuper, tout avait disparu, comme si l'oiseau n'avait jamais existé. Nous n'avons aucune explication rationnelle. Le pigeon ne pouvait pas sortir par lui-même, étant donné la manière dont le conduit est construit. Et même s'il s'était échappé, l'odeur et les mouches auraient mis du temps à disparaître, pas en quelques heures. Depuis cet événement, nous y pensons constamment, incapables de comprendre ce qui s'est passé. Ce phénomène étrange me suit depuis des années. J'ai un fils de 11 ans et, de manière inexpliquée, il nous arrive souvent de partager les mêmes blessures ou maux physiques au même moment, même si nous sommes dans des endroits complètement différents. Jeudi dernier en est un parfait exemple. Mon fils était à un événement en soirée et a trébuché en courant après une balade en charrette de foin. Pendant ce temps, j'étais à la maison et j'ai trébuché contre la table basse du salon. Quand je suis allé le chercher plus tard, il était tout excité de me montrer son genou gauche meurtri et gonflé, ainsi que son coude droit éraflé. À ma grande surprise, j'avais exactement les mêmes blessures aux mêmes endroits. Ce genre de coïncidence ne date pas d'hier. Il y a quelques semaines, je me suis brûlé le pouce avec un pistolet à colle chaude, ce qui a provoqué une ampoule assez douloureuse. Quelques jours plus tard, mon fils m'a montré une ampoule identique sur son propre pouce, sans pouvoir expliquer comment il se l'était faite. Ce n'est pas seulement une question de chute ou de brûlure. Nous avons également partagé des muscles froissés, des piqûres d'insectes, des aftes, des orteils cognés, et bien d'autres blessures légères, toujours dans les mêmes endroits sur nos corps. Cela arrive trop souvent pour être une simple coïncidence. Ce qui rend cela encore plus troublant, c'est que ces incidents ne se produisent pas quand nous sommes ensemble, ce qui exclut l'idée que l'un de nous pourrait imiter l'autre inconsciemment. Il ne s'agit pas non plus de quelque chose d'environnemental comme une allergie ou un coup de soleil, ni de quelque chose de contagieux comme un rhume. Ces blessures ne suivent aucun schéma logique ou rationnel que je puisse identifier. La seule explication qui me vient en tête est qu'il y a peut-être une sorte de lien énergétique ou empathique profond entre nous. Un lien invisible qui rendrait nos corps réceptifs aux expériences physiques de l'autre. Je me demande parfois si d'autres parents ou proches ont vécu des situations similaires. Je ne trouve pas de réponse logique, mais cela continue de se produire, et à chaque fois, cela me laisse aussi perplexe que fasciné. Cette histoire est l'un des événements les plus étranges que j'ai jamais vécu. Bien que j'ai déjà été témoin de choses bizarres, des objets déplacés sans explication, des coïncidences improbables, et même une sorte de culte macabre de taupe, il faudra que je raconte ça un jour. Cette disparition de crayons de couleur reste gravée dans ma mémoire comme l'un des plus grands bugs dans la matrice que j'ai vécu en temps réel. Cela s'est passé pendant la pandémie, alors que mon enfant faisait l'école à la maison. C'était une solution idéale pour son style d'apprentissage et son anxiété sociale, surtout que je travaillais également à distance. Mais comme on peut s'y attendre, certains jours étaient plus difficiles que d'autres, particulièrement lorsque les tâches scolaires demandaient beaucoup de concentration et d'efforts. Ce jour-là, mon enfant avait un devoir de rédaction de 3 paragraphes à rendre, ce qu'il déteste par-dessus tout. L'écriture est définitivement sa bête noire. Je jonglais entre mes réunions de travail et ses crises de frustration, essayant de l'aider à avancer dans son devoir malgré son agacement croissant. Finalement, après lui avoir rappelé qu'il ne pourrait ni jouer dehors ni regarder la télévision tant que son essai ne serait pas terminé, il a craqué. Dans un élan de colère, il a saisi une boîte de crayons de couleur posée sur son bureau et l'a lancée violemment à travers la pièce. La boîte a traversé l'espace et atterri avec un bruit sourd dans le coin opposé, près de ses étagères remplies de Lego. Nous avons tous les deux vu la boîte voler dans les airs et entendu le choc contre le sol. Mais quand il est allé la ramasser, elle avait disparu. Je pensais qu'il ne cherchait pas au bon endroit, alors je suis allé aider. Nous avons fouillé le coin entier. Pas de boîte. Rien sous les étagères, rien derrière le coffre à jouets, rien sous le canapé à côté. J'ai même vérifié des endroits où elle n'aurait jamais pu atterrir,
des zones totalement à l'opposé de l'endroit où elle avait été lancée. Rien, absolument rien. Après environ 30 minutes de recherche intense, nous avons abandonné. Mon enfant était secrètement content de cette distraction, mais nous étions perplexes. Je me suis dit que nous retrouverions forcément cette boîte lors d'un futur rangement ou en réorganisant sa chambre. Quelques mois plus tard, nous avons décidé de déménager dans une nouvelle maison. Pendant que nous faisions nos cartons, j'ai repensé aux crayons de couleur disparus et je me suis dit que nous allions enfin les retrouver en déplaçant chaque meuble, chaque jouet, chaque carton. Mais quand tout a été emballé et que la chambre était totalement vide, pas de boîte de crayons. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Pourtant, nous l'avions vue voler. Nous avions entendu le bruit de l'impact. Même après avoir déballé tous les cartons dans notre nouvelle maison, il n'y avait aucune trace des crayons de couleur. Ils avaient littéralement disparu. À ce jour, je reste convaincu que mon enfant était tellement furieux à l'idée de devoir écrire cet essai qu'il a effacé des outils d'écriture de la réalité elle-même. Peut-être que l'univers a eu pitié de lui ou que nous avons été témoins d'une rupture temporaire dans le tissu de la réalité. Il y a quelques années, ma femme, mes enfants et moi faisions un long trajet en voiture pour rendre visite à mes beaux-parents pendant les vacances. Le voyage en voiture est une journée entière aller simple, et comme c'est une route que nous empruntons souvent, il est habituel de faire des arrêts pour se dégourdir les jambes, utiliser les toilettes ou prendre un encas. Je mets aussi mes parents à jour sur notre progression en leur envoyant des messages de temps en temps. Ce jour-là, nous nous sommes arrêtés dans une petite ville pour une pause toilette et collation, sachant que nous allions bientôt entrer dans un long tronçon désertique de la route. Avant de repartir, j'ai envoyé un texto à mes parents, indiquant notre position actuelle. Puis nous sommes remontés dans la voiture et avons repris la route, comme d'habitude. En roulant et en discutant avec ma femme, je surveillais la sortie que je savais être à quelques miles plus loin. C'était une sortie bien identifiable avec une seule rampe d'échange surélevée, impossible à manquer. Pourtant, elle ne venait jamais. Les 10 minutes que le trajet devait prendre se sont étendues à 15, puis 20 minutes, et la sortie était toujours introuvable. J'ai demandé à ma femme si nous l'avions ratée, mais elle ne l'avait pas vue non plus. Puis, à notre grande surprise, nous avons vu un panneau de bienvenue nous annonçant que nous venions de traverser la frontière de l'État voisin. Impossible. Nous avions fait ce trajet des dizaines de fois, et cette route n'approche jamais la frontière de cet État. Déconcerté, j'ai pris la première sortie disponible pour faire demi-tour. Complètement perdu, j'ai appelé mes parents pour leur raconter ce qui venait de se passer, espérant trouver une explication logique. Mais ils ont juste ri, pensant que nous avions simplement manqué un tournant ou que je roulais trop vite. Lorsque nous sommes finalement arrivés chez mes beaux-parents, 2 heures plus tard que prévu, j'ai décidé de consulter Google Maps pour vérifier notre itinéraire et comprendre ce qui s'était passé. C'est là que le véritable choc est survenu. Selon les horodatage de mon texto et de mon appel téléphonique, nous avions parcouru 55 miles en seulement 20 minutes. C'était mathématiquement impossible, même en conduisant à des vitesses bien au-dessus des limites autorisées. Mes parents ont continué à en rire, attribuant cela à une erreur de navigation ou à une conduite rapide, mais je savais que ce n'était pas ça. La distance parcourue ne pouvait pas être expliquée. Aucune sortie manquée, aucun détour évident, et aucune explication rationnelle. C'était comme si nous avions été déplacés sur la carte, téléportés sans raison apparente. Je n'oublierai jamais cette nuit à Paris, une nuit où la réalité elle-même semblait se plier sous un poids invisible. C'était la première fois que je quittais l'Allemagne pour rendre visite à Adrien, un ami rencontré sur League of Legends. Nous jouions ensemble depuis des années, et malgré la distance, une vraie amitié était née. Quand il m'a invité à venir passer quelques jours chez lui, à Paris, j'ai sauté sur l'occasion. Nous partagions la même passion pour la musique techno, et dès mon arrivée, Adrien m'avait emmené dans des clubs et concerts incroyables. Paris avait cette énergie unique, brute et vibrante, comme un battement constant sous la peau de la ville. Chaque nuit était une aventure. Mais cette soirée-là, elle, allait rester gravée dans ma mémoire pour des raisons que je ne pourrais jamais vraiment expliquer.
Après une soirée passée dans un club underground près de Belleville, Adrien m'a proposé de me montrer un endroit spécial, un lieu qu'il adorait et d'où, selon lui, on voyait la tour Eiffel comme nulle part ailleurs. Curieux et encore électrisé par la musique de la soirée, j'ai accepté sans poser de questions. Nous avons marché à travers des rues désertes et silencieuses. L'air de la nuit était lourd, chargé d'une humidité étrange. Après une vingtaine de minutes, nous sommes arrivés dans un endroit qui ressemblait à un vieux terrain vague, à moitié envahi par les mauvaises herbes, parsemé de débris et de restes d'anciens bâtiments industriels. Quelques sans-abri étaient installés là autour de feux de fortune, leurs silhouettes vacillant dans la pénombre. Adrien les connaissait. Ils l'ont salué avec des gestes nonchalants, habitués à le voir traîner là. Il m'a expliqué qu'il venait souvent ici pour fumer et se perdre dans la vue spectaculaire sur la tour Eiffel. On s'est posé sur un vieux banc en bois branlant, face à la ville. La tour Eiffel se dressait au loin, illuminée comme toujours, majestueuse. Je n'avais jamais vu Paris sous cet angle, brut, réel, sans ses artifices touristiques. Une beauté étrange et honnête. C'est alors que ça s'est produit. Un son déchirant, un coup de tonnerre colossal, a retenti dans l'air. Mais ce n'était pas un simple bruit d'orage. C'était un rugissement profond, lourd, comme si la terre elle-même criait de douleur. C'était le bruit le plus intense que j'avais jamais entendu, une vibration qui semblait secouer l'air et résonner dans mes os. Mon cœur s'est figé instantanément. Les sans-abri autour de nous ont bondi, terrifiés, criant des jurons ou des prières. Adrien et moi, pétrifiés, scrutions le ciel, cherchant une tempête, un avion, quelque chose qui pourrait expliquer ce vacarme infernal. Mais il n'y avait rien. Rien, sauf ce grondement immense qui semblait venir de partout et de nulle part. Je me suis tourné vers la tour Eiffel. Ce que j'ai vu dépasse l'entendement. Une lueur étrange émanait de la tour, un halo brillant et pulsant, bien plus intense que ses illuminations habituelles. C'était comme si elle irradiait une énergie surnaturelle, un éclat changeant de couleur, du blanc au bleu, puis à un violet profond. Chaque pulsation semblait précéder un autre coup de tonnerre, résonnant dans tout Paris. Puis la tour elle-même, elle a commencé à bouger. Je sais à quel point cela peut sembler absurde, mais c'est arrivé. Lentement, presque imperceptiblement au début, la structure massive semblait osciller, de gauche à droite, comme un pendule géant. J'étais paralysé par la stupeur. Ce monument immobile, emblème intemporel de Paris, se déplaçait comme s'il était vivant. Chaque mouvement dégageait une puissance effrayante. L'un des sans-abri, les yeux fous de terreur, a commencé à hurler que c'était la fin des temps, que les dieux venaient réclamer le monde. Ces cris nous ont ramenés à la réalité. Adrien m'a saisi par le bras et m'a tiré en arrière. Il fallait partir, fuir cet endroit avant que quelque chose d'encore plus monstrueux ne se produise. Nous avons couru à travers les rues désertes, nos respirations haletantes, le rugissement titanesque résonnant encore derrière nous. Chaque coup de tonnerre semblait se rapprocher, comme si quelque chose de gigantesque marchait sur la ville. J'étais convaincu que, derrière chaque coin de rue, nous allions voir des foules paniquées, des sirènes, des voitures fuyant à toute vitesse, mais rien de tout cela. Quand nous avons atteint les rues plus animées du centre-ville, tout était normal. Des couples flânaient tranquillement sur les quais, des groupes de jeunes riaient devant des bars ouverts. Pas de panique, pas de sirène, pas de chaos. Le Paris nocturne poursuivait son cours paisible, comme si rien ne s'était passé. Adrien et moi étions encore tremblants, le souffle court, incapables de prononcer un mot. Nous avons marché sans parler jusqu'à son appartement. Pendant des heures, nous sommes restés assis sur son canapé, fixant le vide, incapables de comprendre ce que nous avions vu. Aujourd'hui encore, je n'ai aucune explication rationnelle à ce qui s'est passé cette nuit-là. Ni Adrien ni moi n'en avons jamais parlé à personne. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.